Oui, alors effectivement, deux grands mythes. Un mythe qui est, entre autres, éthiopien, et puis un mythe qui est proprement européen. Alors, pour l'histoire de Salomon et Saba, sans rentrer dans les détails, on pourrait dire ceci. On sait que cette histoire qui raconte la rencontre entre Salomon et Saba, à partir évidemment des récits bibliques, ajoute un élément essentiel, c'est la naissance d'un fils, qui serait le fils donc de la reine de Saba et du roi Salomon, lequel va devenir roi d'Éthiopie. Mais le fils, parce que le père c'est le Seigneur à Jérusalem. Le père c'est bien entendu, c'est le roi d'Israël. Et le fils, dit-on, est élevé dans les récits, est élevé auprès de sa mère en Éthiopie. À l'âge de 22 ans, il retourne voir son père. L'important, c'est de rappeler comment il est né, puisque la reine de Saba est allée voir Salomon, qu'elle admirait, et il y a eu une brève rencontre d'où est né cet enfant. Oui, alors par ruse. L'histoire dit que c'est par ruse que Salomon réussit à coucher avec la reine de Saba. Et donc, un fils naît de cette union, il retourne voir son père, il refuse, c'est le fils aîné de Salomon, dans la légende, il refuse le trône, repart parce qu'il veut régner en Éthiopie, repart vers l'Éthiopie, accompagné des certain nombre de jeunes gens des grands groupes de l'époque, du royaume d'Israël, en particulier des Lévites, et il part avec l'Arche d'Alliance. Et donc l'Arche d'Alliance, donc la fameuse Arche d'Alliance qui renferme les tables de la loi qui ont été données par Yahvé au Sinaï à Moïse. Et cette translation de l'Arche d'Alliance depuis Jérusalem jusqu'à l'Éthiopie montre aussi une translation du peuple élu. C'est désormais l'Éthiopie, les Éthiopiens, qui sont le peuple élu. Donc il y a une légitimité, je dirais politique, sacrée, extraordinaire, qui se joue dans cette histoire. On peut ajouter que pendant longtemps, on a pensé que cette histoire provenait d'un récit qui s'intitule Kebronegust, ou Gloire des rois, qui est un récit dont on sait qu'il a été composé ou traduit au début du XIVe siècle. Bien, on en a fait une sorte d'épopée nationale de l'Éthiopie. Or, je pense que là, on se trompe dans les termes. Ce récit devient une épopée nationale à l'époque de Ménélique seulement. Auparavant, c'est un récit extrêmement savant, extrêmement touffu, qui certes raconte en particulier cette histoire, mais enserré dans des développements qui sont tout à fait savants. Donc au tournant du 19e et du 20e siècle. C'est là que ça devient une épopée nationale. Il y a ce texte donc du XIVe siècle, mais la légende, elle existe avant. Ça, on a pu le montrer. On a des témoignages depuis le XIIe siècle, de l'existence de ce rattachement des rois d'Éthiopie au roi d'Israël et de la translation de l'Arche. C'est-à-dire que c'est pas lié à la dynastie qu'on appelle salomonienne, qui apparaît à la fin du XIIIe siècle. C'est quelque chose qui est antérieur. C'est un thème de recherche encore, je veux dire qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver, mais je crois qu'il faut se débarrasser de cette idée d'une épopée nationale qui naîtrait au Moyen-Âge. Il n'empêche que ça permet tous les rêves.